Salut tout le monde, je suis Fred du Joker Pub Ludique et bienvenue à votre émission de Top Ludique. Cette semaine à Top Ludique, je vous présente des jeux qui peuvent se jouer en grand groupe. Qu'est-ce que je veux dire par jeu de grand groupe? Eh bien, souvent, les jeux de société, ça va être de 2 à 4 joueurs. Lorsqu'on atteint 5, 6, 7, 8, même 10 joueurs, le choix est beaucoup plus limité. Aujourd'hui, je suis donc allé avec une sélection de jeux qui vont être idéales, soit pour venir jouer au pub entre amis ou même à la maison, dans lequel vous allez avoir à laisser de côté la stratégie un petit peu et à laisser sortir votre folie, parce qu'en grand groupe, c'est ce qu'on veut voir. J'élimine donc Candy Crush Saga, qui joue tout seul sur le téléphone. Ah non, je ne le lancerai pas celui-là. Le premier jeu que je vous propose, Cash and Gun. Un de mes coups de cœur depuis l'ouverture du pub. Ça fait déjà 6 ans que je le présente à chaque semaine à des groupes qui viennent y jouer. C'est vraiment le jeu idéal pour jouer jusqu'à 8 joueurs. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Cash and Gun, la particularité du jeu, ce qui frappe vraiment l'imaginaire, c'est ces fusils en styromousse. Avec des pièces comme celle-ci, impossible de ne pas s'amuser. On va donc avoir 8 fusils. On a également des personnages. Donc, je vais devoir choisir si est-ce que je veux être Pedro ou est-ce que je voudrais plutôt être Farah et ainsi que les 6 autres personnages. On retrouve des butins, on retrouve également le bureau du parrain et des cartes qui vont être des bangs ou des clics. Je vous explique le tout, inquiétez-vous pas. Un butin de 60 000 ainsi que des blessures. Alors, l'objectif dans Cash and Gun, c'est d'être le plus riche à la fin de la partie. On est tous des mafiosos. On vient de faire un coup fumant. On a ramassé une panoplie de butins. Les butins vont être des œuvres d'art. Ça peut également être des diamants. On va évidemment avoir de l'argent liquide, donc des 20 000, 10 000, 5 000, etc. On va pouvoir retrouver des balles supplémentaires, j'y reviendrai, ainsi que des kits pour se soigner. Bref, des butins pour tout le monde, mais nous, on n'est pas des gens qui veulent partager particulièrement. On va donc devoir intimider les gens autour de la table pour devenir le criminel le plus riche. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est super simple. On va devoir déléguer autour de la table une personne qui va être le parrain ou la marraine. C'est cette personne qui va dicter le rythme du jeu. Le parrain-marraine va changer à chaque manche. Le jeu va jouer sur 8 manches. La première tâche du parrain va être d'inviter ses convives à choisir soit une carte clic ou une carte bang secrètement, sachant qu'on a seulement 3 bangs pour 5 clics, donc 3 bangs sur les 8 manches au total. Ça sert à quoi? Eh bien, si on a mis un bang, ça se trouve à être une vraie balle. Donc, lorsqu'on va tirer, ça va blesser la personne. Alors que si on a mis un clic, c'est une balle à blanc. Donc, on va seulement vouloir intimider et faire accroire à la personne qu'on a mis une vraie balle. Donc, une fois que tout le monde a choisi si on met un bang ou un clic, c'est là que ça devient excitant. Le parrain va faire un décompte 3, 2, 1 et à go, tout le monde va pointer quelqu'un autour de la table. Il y a 8 fusils qui vont se pointer, les gens vont regarder « Ah, est-ce que je suis visé? Est-ce que je ne le suis pas? » Et à partir de ce moment, le parrain va faire un autre décompte dans lequel les gens qui se sentent trop menacés, donc soit qu'il y a trop de fusils pointés vers nous ou simplement que la personne qui te pointe, tu penses qu'il a mis une vraie balle, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous coucher volontairement. Les trésors, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je me retire de ça. Vous m'avez eu, c'est beau, partagez-les entre vous. Il existe également un autre pouvoir du parrain qui est de demander à quelqu'un de tirer ailleurs, mais je n'y vais pas dans les détails. J'explique seulement les grandes lignes des jeux. Lorsque vous viendrez y jouer au pub, je vous expliquerai au complet, évidemment. Une fois que les gens qui avaient peur se sont couchés, c'est le moment de dévoiler est-ce qu'on avait mis un clic ou un bang dans notre fusil, à condition que la personne soit toujours debout. Donc, si je visais quelqu'un qui s'est couché, je n'ai pas besoin de dévoiler ce que j'ai mis comme balle, good. Si par contre, la personne a choisi de ne pas se coucher, à ce moment-là, je lui présente un clic, ça fait rien,
où je lui présente un bang. Yes, j'ai réussi à blesser la personne. Je lui donne donc une blessure. Et si la personne, c'est la troisième blessure qu'elle ramasse, elle est éliminée de la partie au complet. Donc, on comprend qu'il faut savoir quand se coucher. À un moment donné, si on a trop de gens qui nous pointent, bien, ça se peut qu'on ait 3 blessures d'un coup et que dès le premier round, on est éliminé. Sachant ceci, les gens qui ne se sont pas fait tirer une vraie balle et qui ne se sont pas couchés volontairement vont partager les 8 trésors qui ont été mis dans le milieu de la table. Parmi les trésors, il y a toujours le bureau du parrain, donc on peut choisir de devenir parrain à la prochaine manche et puis on va enchaîner comme ça 8 manches de suite. La personne à la fin qui est la plus riche est le ou la gagnante de ce jeu. Donc vous voyez, c'est super simple, il n'y a pas énormément de stratégie outre que décider si on veut aller chercher de l'argent comptant ou plutôt collectionner des tableaux, sachant que plus on en a, plus c'est exponentiel la valeur de ceux-ci. On va se mettre à viser des gens qu'on a l'impression qui sont les plus riches, mais on ne le sait pas parce que les butins qu'ils ont ramassés sont cachés. Fait que, un petit peu de stratégie malgré tout, mais on s'entend que c'est avant tout un jeu de party dans lequel le but, ça va être de rire, d'intimider les gens, de faire un peu de role-playing. C'est à moi que tu parles! Hein? C'est à moi que tu parles! De personnaliser le parrain ou de personnaliser les gangsters, se mettre à parler bizarre. Et vraiment super loufoque comme jeu. C'est vraiment une merveille. Je le conseille à tous. Cash and Gun est un jeu de 4 à 8 joueurs d'une durée d'environ 4 minutes. C'est un jeu de party. Prenez pas ça au sérieux. Amusez-vous. En conclusion, c'est un superbe jeu. Moi, je l'aime viscéralement. Je lui donne donc un 8.5 sur 10. Je sais, ça commence fort, mais c'est un jeu que ça fait des années qu'il est dans mon top de jeux de party, j'avais pas le choix que de vous le présenter en partant, un de mes coups de cœur personnels. Sur la boîte, ça dit de 4 à 8 joueurs. Moi, personnellement, je le sors plus à 6, 7, 8 joueurs lorsqu'on est au pub. 4, je trouve ça très limité. Donc, je vous le conseille si vous êtes une belle gang. Là, idéalement, 7 ou 8, c'est vraiment très drôle parce que lorsque tout le monde se pointe en même temps, ça prend tout son sens. Alors, Cash and Gun, un jeu que je vous recommande fortement. Enchaînons avec notre deuxième titre. J'ai choisi Just One. Pourquoi Just One? Un jeu familial, un jeu collaboratif. Donc, vous allez pouvoir inclure tout le monde dans la famille ou dans les amis, peu importe si ce sont des joueurs ou non. Super facile, mais regardons tout de suite ce qu'il y a sous le capot. Alors, évidemment, en plus des règlements, vous allez retrouver des chevalets. Il y en a 7 puisque ça peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Nous allons également avoir des crayons et des cartes. C'est aussi simple que ça. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On suppose que c'est à mon tour de jouer. Je vais venir prendre une carte sur la pile. Je ne la regarde pas. Je vais venir la mettre sur mon chevalet. Et puis, tous mes équipiers vont voir la carte sauf moi. Et ces équipiers vont devoir essayer de me faire deviner un mot. Donc, par exemple, on joue avec le numéro 4. Vous voyez tous que le numéro 4, c'est ferme. Moi, je ne suis pas supposé le voir, évidemment. Alors, tout le monde, avec leur chevalet et leur crayon, vont devoir m'inscrire un indice. Alors, je pourrais dire, bon, ben, vache. Cependant, si j'écris des indices trop faciles comme mon vache, avant que les gens puissent me montrer leur indice, je vais me fermer les yeux quelques secondes et ils vont devoir comparer leur indice entre eux. Et si 2 personnes ont écrit le même indice, l'indice est éliminé et je ne pourrai jamais le voir. Donc, si tout le monde a écrit l'indice le plus facile, vache, lorsqu'on parle d'une ferme, eh bien, je ne verrai pas ces indices-là. Alors, ça force les gens à trouver des indices un peu plus champ gauche. Donc, je vais pouvoir marquer silo, je vais pouvoir marquer blé, prairie. Donc, je vais essayer d'y aller avec des indices plus originaux pour être certain d'être le seul à avoir cet indice-là. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens vont aller chercher trop loin leur indice. Donc, moi, je vais me retrouver avec un paquet de mots qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble, mais il va falloir que je trouve, mais à quoi qu'ils ont pensé, c'est quoi le lien qui unit tous ces indices? Parce que les gens n'oseront pas donner les indices les plus faciles de peur que cet indice-là ait déjà été mentionné par un autre membre de l'équipe. C'est ce qui rend le jeu intéressant. Évidemment, c'est un jeu qui peut jouer autant avec des plus petits, c'est très inclusif. Tout le monde, à partir du moment où on connaît la signification du mot sur la table, on est capable de penser à des indices à donner. Donc, j'inclus autant ma fille de 6 ans que ma grand-mère de 98. Franchement, c'est un jeu qui va rassembler tout le monde autour de la table. Vous comprendrez donc que le but du jeu n'est pas nécessairement d'être en compétition contre le jeu, contrairement à la majorité des jeux coopératifs, mais bel et bien de s'amuser. Officiellement,
On a un score à la fin de la partie, donc on va faire un nombre X de cartes, essayer de deviner ces cartes et dépendamment de combien on a réussi à en deviner, ça nous donne un score. Mais soyons francs, dans le pub, moi personnellement, j'ai jamais expliqué ça à personne. Je leur dis juste amusez-vous, essayez de deviner des mots. Si vous le réussissez, good. Si vous ne l'avez pas, ben tant pis, on essaie un nouveau mot. Donc, on ne compte pas les points, on n'essaie pas de s'améliorer d'une partie à l'autre, mais ça, c'est vraiment moi. Vous, de votre côté, si vous vous dites, OK, parfait, on prend 20 cartes, il faut en réussir un minimum de 14 là-dessus, sinon c'est mauvais ce qu'on a fait, ben, vous avez le droit de le faire. On est tous différents chez nous. Officiellement, dans les règlements, ça nous dit qu'on doit piocher 13 cartes, passer à travers le paquet et à la fin, en fonction de combien de points on a eu, donc de combien de cartes on a réussi à deviner, on va avoir un score de 0 à 13 et ça va nous dire à côté « Bravo, vous avez bien fait ça » ou bien « Oh, ça a place à l'amélioration ». Ceci étant dit, vous n'en faites ce que vous voulez. Just One est un jeu de 3 à 7 joueurs de 8 ans et plus pour une durée d'environ 20 minutes. En conclusion, Just One, un jeu qu'on prend pour s'amuser et seulement passer un bon moment, on ne se prend pas au sérieux. Un superbe jeu qui inclut toute la famille. Moi, personnellement, je le sors régulièrement dans mes groupes d'amis parce que je trouve que c'est un jeu super simple à expliquer. Je vais lui donner un 7.5. C'est pas mon préféré sur les jeux que j'ai amenés aujourd'hui, mais c'est un incontournable. On poursuit avec Time Bomb. Time Bomb, un jeu de bluff et d'identité secrète, mais avant de vous en dire plus, regardons à l'intérieur de cette petite merveille. Nous allons avoir des cartes de personnages. Les cartes de personnages, on peut être soit des bleus si on est gentil ou soit des rouges si on est méchant ou plus officiellement, si vous êtes bleu, vous êtes dans l'équipe de Sherlock Holmes et si vous êtes rouge, dans l'équipe de Moriarty, son ennemi juré. Finalement, dans la boîte, on va retrouver le reste des cartes. Le reste des cartes, nous allons avoir une pince pour couper des fils, j'y reviens tout à l'heure. On va avoir des cartes qui servent absolument à rien. Et finalement, nous allons avoir des cartes de couleur qui servent à désamorcer une bombe ou bien la fameuse bombe. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un jeu d'identité secrète. Donc, la première chose qu'on va devoir déterminer, c'est dans quelle équipe on veut être. Veut être? Non, on ne veut pas l'être, on est. Déterminer dans quelle équipe je me trouve. On va donc, dépendamment du nombre de joueurs, venir insérer différentes cartes bleues et rouges, brasser le tout, en donner une secrètement à chaque personne. Et c'est à ce moment que je détermine si je veux faire exploser la bombe ou si je veux la sauver, donc la désamorcer. Donc, l'équipe des Bleus, son but est de désamorcer la bombe et l'équipe des Rouges est de la faire exploser. Concrètement, je vais me retrouver avec 5 cartes devant moi. Donc, je prends connaissance de mes cartes. Dépendamment de si je suis gentil ou méchant, ma réaction va être différente parce qu'on s'entend que si je suis méchant et que j'ai la bombe, je vais vouloir que les gens viennent couper des fils chez moi pour essayer de faire exploser la bombe. Alors qu'au contraire, si je suis gentil et que j'ai la bombe, je veux pas, mais vraiment pas que les gens viennent couper chez moi. Je vais prendre connaissance des cartes secrètement. Je vais venir les brasser pour ne pas savoir quelle carte est laquelle et venir les mettre devant moi. Alors, je sais quelle carte que j'ai, mais je ne sais pas où elles vont se retrouver. Le premier joueur va prendre la pince qu'on retrouve ici et va choisir quelqu'un autour de la table et venir demander « Hey, Christian, est-ce que ça te dérange si je coupe cette carte-ci? » Et là, mon ami Christian, dépendamment de qui il est et de ce qu'il sait qu'il a devant lui, va interagir avec moi. Donc, si c'est un méchant et qui a la bombe, il va dire « Non, ça ne me dérange pas du tout, viens chez moi, j'ai plein de choses pour désamorcer. » En espérant bien sûr que je coupe par inadvertance la bombe et que les méchants gagnent. Si au contraire, mon ami Christian est un gentil et qui a la bombe, il va me dire « Ah non, 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 je veux pas que tu viennes chez moi, mais absolument pas. » Mais un méchant qui n'a pas la bombe, mais qui a des trucs pour désamorcer, va également me dire « Non, 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 je veux pas que tu viennes chez moi, c'est dangereux. » Il y a une partie bluff à ce moment-là de « Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il me dit que je veux pas que je coupe ce fil-là? » Parce qu'il y a la bombe ou parce que c'est un méchant qui ne veut pas que je désamorce la bombe. Et c'est là que ça prend tout son sens. Il va falloir que je découvre à qui je peux faire confiance et qui, au contraire, essaie de m'entourlouper et de faire exploser la bombe. Bref, les méchants peuvent gagner en découvrant la bombe. Les gentils peuvent gagner en désamorçant autant de fils qu'il y a de joueurs. Donc, si on est 4 joueurs, il aurait fallu qu'on découvre
4 fils coupés, donc 4 cartes comme ceci. Il y en aurait eu 4, évidemment, alors que les méchants, c'est seulement une tentative pour trouver la bombe. On tombe dessus, on a perdu immédiatement. Time Bomb est un jeu de 4 à 8 joueurs de 8 ans et plus pour des parties rapides de 15 minutes. En résumé, Time Bomb, un jeu que j'affectionne particulièrement. Bon, comme tous les autres, vous allez me dire, mais évidemment, j'ai seulement 5 jeux à vous présenter, donc j'en prendrai pas un que j'aime pas. Alors, un jeu que j'aime énormément, un jeu super le fun par sa simplicité. À la limite, on fait juste couper des fils. La mécanique est très simple, mais assez complexe dans tout le dialogue qu'on peut avoir, dans le bluff, dans essayer d'interpréter les gens. Est-ce que je peux leur faire confiance ou non? Donc, c'est vraiment un très, très beau jeu. C'est des parties rapides. On va pouvoir en enchaîner plusieurs. Un beau jeu à découvrir. Venez au pub, essayez ça. Je vous le recommande fortement et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Comme quatrième jeu, j'ai choisi Galerapagos. Galerapagos, un jeu semi-coopératif, donc on va commencer tous ensemble, mais assez vite, il va y avoir des choix déchirants à faire comme qui ce qui mangera pas cette nuit. Bref, je vous en reparle après avoir ouvert la boîte avec vous. Dans Galerapagos, nous allons retrouver un sac de billes, des billes avec des poissons dessus. Ça peut être blanc, ça peut être noir, on y revient. Nous allons également retrouver différentes cartes, des cartes météo que nous allons avoir dans ce cas-ci et des cartes radeaux. Encore là, on s'en reparle. On retrouve également un épave de bateau. Épave de bateau dans lequel on va venir mettre différentes cartes qui pourront être récupérées par les personnages. Épave que l'on doit monter. J'aurais pu faire ça à l'avance, vous allez me dire. Voilà. Donc, épave de bateau dans lequel on va venir y mettre tous les objets que l'on peut retrouver dans une épave. Je vous explique pourquoi il y a une épave tout à l'heure. Et finalement, nous allons avoir notre planche de jeu très simpliste, simplement pour nous indiquer le nombre de nourriture et d'eau que nous allons obtenir, la météo, ainsi que notre progression pour construire des radeaux. Qu'est-ce que c'est tout ça? Dans Galerapagos, nous sommes des naufragés qui viennent d'arriver sur une île déserte. Donc, on a notre épave de bateau pas trop loin. Donc, nous allons devoir survivre et bâtir des radeaux pour se sauver de l'île avant l'arrivée de la tempête. Donc, on voit une tempête au loin se dessiner. On a encore quelques jours avant de devoir quitter l'île en catastrophe. Nous allons devoir aller chercher du poisson, aller chercher de l'eau, évidemment pour assurer notre survie, ainsi qu'aller chercher du bois pour construire nos radeaux. À mon tour de jeu, je vais donc décider lequel de ces points je veux améliorer. Donc, est-ce que je vais aller chercher de l'eau, de la nourriture, construire le radeau ou être plus égocentrique et aller piger directement dans l'épave des cartes secrètes d'équipement que je vais garder pour moi. Alors, plus concrètement, ce que c'est, si je veux aller pêcher, je vais simplement venir piger une bille au hasard et le nombre de poissons sur la bille va m'indiquer de combien j'augmente le marqueur de nourriture. Dans ce cas-ci, je n'ai pas été chanceux, j'ai seulement un poisson. Ça va de 1 à 3. Si je veux aller chercher de l'eau, ça va dépendre de la météo. Alors la météo, si je suis vraiment pas chanceux, on va être dans une journée ensoleillée, donc il n'y aura aucune pluie. C'est impossible d'aller chercher de l'eau à ce moment-là. Par contre, je peux également avoir des journées plus pluvieuse, comme ici, on a un petit 2 gouttes d'eau. Ça l'indique que je vais ramasser 2 rations d'eau si je décide d'aller faire l'action d'aller chercher de l'eau. Et ça peut aller jusqu'à 3 gouttes si je suis chanceux et qu'on a une bonne pluie ici. Alors 0, 1, 2 ou 3 rations d'eau, c'est ce que je vais pouvoir aller chercher si je fais l'action aller chercher de l'eau. Une troisième action qui est possible, c'est d'aller chercher du bois pour construire les fameux radeaux qui vont nous permettre de quitter l'île. Le but étant de réussir à s'échapper avec autant de radeaux que nous sommes de survivants. Donc si je commence à 12 joueurs, mais qu'à la fin on est seulement 7 survivants, je vais avoir besoin non pas de 12 radeaux, mais de 7 radeaux. Ce qui explique qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y ait des gens qui doivent disparaître pour faire de la place sur les radeaux. Ça l'arrive, ça l'arrive. Un radeau par survivant. Et en plus de ça, lorsque je veux me sauver, je vais avoir besoin de 2 fois les rations de nourriture et d'eau du nombre encore de survivants. Donc, si je suis 7 survivants, ça me prend 14 d'eau, 14 de nourriture. On y reviendra. Alors, l'action d'aller construire les radeaux, ce que c'est, d'entrée de jeu,
j'ai un bois gratuit. C'est le bois qu'on trouve à l'orée du bois, à l'orée de la forêt justement. Donc celui-là, je le ramasse. Donc je viens augmenter ici le marqueur de bois de 1. Donc dans ce cas-ci, je passe de 0 à 1 tout simplement. Et par la suite, si je suis plus téméraire, je peux m'aventurer dans le bois et aller piger autant de boules que je le désire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sachant que si j'ai la boule noire, je me fais piquer par une vipère et je vais tomber malade pour le tour. Donc, je vais perdre mon tour, mon action actuelle et le tour suivant. Dans ce cas-ci, malheureusement, je n'ai pas été chanceux. Si j'avais été chanceux et que j'avais eu 3 boules blanches, bien, on aurait augmenté de 3 de plus le bois. Donc, tout le monde aurait été super satisfait de mon action. Mais dans ce cas-ci, j'ai la fameuse boule noire. Donc, je me retrouve empoisonné. On met une carte devant moi de cette magnifique vipère pour me rappeler que je ne pourrai pas participer au débat à la fin de ce tour-ci et qu'en plus, je ne serai pas capable de faire d'action au prochain tour. Donc, ça m'apprendra à vouloir être trop téméraire et aller chercher trop de boules dans le sac. La dernière action qu'on peut faire va être d'aller piger une carte dans l'épave. Donc, dans l'épave, qu'est-ce qu'on va retrouver? Parfois, les cartes vont être utiles, comme par exemple ici, je viens de piger une balle d'un pistolet. Donc, si quelqu'un a un pistolet, je pourrais éventuellement, ou si moi-même j'ai un pistolet, je pourrais lui donner ma balle ou prendre la balle pour moi-même afin d'éliminer des personnes. On va retrouver toutes sortes de choses dans l'épave. On va retrouver des rations d'eau, des rations de nourriture, des kits de cannibales. Comme ça, si quelqu'un meurt, yeah, ça nous donne de la nourriture supplémentaire. On va également retrouver des clés de Mercedes, super utiles quand on est sur une île déserte. Une boîte de Quarto, qui est un jeu de société, ou un vieux slip usé. Bref, des cartes qui vont servir à rien, autant que des cartes qui vont être super utiles comme une canne à pêche, une gourde pour aller chercher plus d'eau, etc., etc. Comme je le mentionnais, le but du jeu est de réussir à s'évader avant que la tempête arrive. La tempête va avoir été mise parmi les 6 dernières cartes du paquet de météo, brassées au hasard, donc on ne sait pas exactement quand elle va arriver. Évidemment, la chose logique à faire lorsqu'on voit une tempête, c'est de s'en aller sur un radeau dans le milieu de l'océan plutôt que de se fabriquer un abri sur Terre. Trouvez la logique là-dedans. Lorsque la tempête arrive, ça l'indique que c'est notre dernier tour de jeu. On va devoir se sauver, donc se trouver un moyen d'être assez de survivants, assez peu de survivants bien souvent, pour bénéficier des radeaux que nous avons réussi à construire, ainsi que des rations de nourriture et d'eau que nous avons en notre possession. C'est à ce moment que bien souvent, des coups de fusil vont pouvoir partir ou autre façon d'éliminer des personnages. Et puis, les gens qui vont réussir à survivre à toute cette saga vont réussir à prendre un bateau et aller se lancer dans le milieu de nulle part avec une tempête qui s'en vient. Galérapagos, c'est un jeu de 3 à 12 joueurs de 10 ans et plus pour une durée d'environ 20 minutes. En conclusion, Galérapagos, un jeu plein de rebondissements, un jeu que j'adore, le genre de jeu que je vais te dire « Hey, j'ai un fusil, est-ce que tu as une balle? Si tu me donnes ta balle, je vais pouvoir tuer telle personne parce qu'on va manquer de nourriture ce soir. » « Oh ouais, OK, tu me donnes ta balle, boum, c'est toi que je tire. » C'est ce genre de jeu où on peut se faire des coups un peu chiens, disons-le. Alors, c'est pour cette raison que je donne à Galérapagos la note de 9 sur 10. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre dans les jeux de party avec l'interaction entre les joueurs. C'est de loin mon préféré. Galérapagos, un excellent jeu que vous devez absolument découvrir si ce n'est pas déjà fait. Comme 5e et dernier jeu aujourd'hui, j'ai choisi Télestration, la version québécoise. Télestration, un jeu qui mélange Fais-moi un dessin et le téléphone arabe. Regardons en quoi ça consiste. Nous allons trouver des cartes, c'est des cartes de suggestion qui vont nous donner des mots que l'on peut venir dessiner. Nous allons avoir un sablier. Nous allons également avoir un dé sur lequel nous allons rouler pour obtenir la carte qui nous indique quoi dessiner. Mais surtout, on a un crayon et un carnet. Soyons francs, de mon côté, ça, je l'élimine d'entrée de jeu. Je ne joue pas avec ça. Lorsque je joue, je me sers seulement du crayon et du carnet et de mon imagination. C'est beaucoup plus drôle ainsi. Je vais venir indiquer mon nom sur le carnet pour être sûr de le reconnaître lorsqu'il va revenir à moi, puisque c'est pas certain que je vais reconnaître le carnet lorsque je vais le recevoir. Vous allez comprendre pourquoi. Et par la suite, je vais venir indiquer un mot
Comme je l'ai dit, les règles officielles, vous brassez le dé, ça vous impose un mot, comme tantôt, ça l'aurait été lasagne. Moi, personnellement, je trouve beaucoup plus agréable que les gens choisissent dans leur tête des mots. Comme par exemple, moi, j'ai inscrit un pingouin hawaïen parce que je trouvais ça plus le fun de dessiner un pingouin hawaïen qu'une lasagne, tout simplement. Évidemment, de votre côté, si vous avez moins d'imagination, vous pouvez utiliser les cartes pour vous imposer des mots ou aussi prendre plusieurs cartes pour vous inspirer simplement et faire « Ah oui, moi je voudrais dessiner celui-ci » plutôt que ce vous soit imposé. Le but étant bien sûr d'avoir du plaisir et non de se faire imposer un mot qu'on ne veut pas dessiner. Une fois que j'ai écrit « Mon pingouin hawaïen », je vais venir virer et dessiner ce que j'ai écrit. Alors dans ce cas-ci, c'est mon exemple de pingouin hawaïen. Moi, désolé, je ne suis pas si bon. N'oublions pas que d'habitude, on a également une trentaine de secondes pour faire le dessin. Donc, inutile de faire une œuvre aussi belle et complexe que Michel-Ange. On y va vraiment avec un gribouillis et c'est ce qui va être drôle, c'est ce qui va faire en sorte que le mot va changer. Une fois que mon dessin est fait et que tout le monde a fait leur dessin, je vais venir passer mon carnet à mon voisin et recevoir un nouveau carnet. Alors, mon voisin, lui, qui reçoit mon dessin, n'a pas le droit de venir regarder mon pingouin hawaïen, donc le mot que j'ai écrit, va seulement se fier à mon dessin pour venir par la suite indiquer qu'est-ce qu'il pense que c'est. Alors, mon voisin, dans ce cas-ci, a écrit que c'était le Club Med. Alors là, une fois que tout le monde a écrit, on repasse le carnet. La personne va seulement voir Club Med, va devoir dessiner le Club Med. On le passe au prochain qui va voir le dessin, qui va écrire c'est quoi, etc., etc. Donc, vous comprendrez qu'après un tour de table, après être passé dans les mains de 8 personnes, mon pingouin hawaïen pourrait très bien être une navette spatiale. Ça va partir dans tous les sens et c'est la beauté du jeu. Donc, c'est un jeu un peu comme Just One dans lequel le but n'est pas de faire des points, n'est pas d'être en compétition contre qui que ce soit, mais bel et bien simplement d'avoir du plaisir. À la fin, tout le monde, un à un, on va dévoiler quel était notre mot secret et voir défiler la série de dessins et voir vers où ça l'a évolué. Donc, c'est vraiment un jeu hilarant, un jeu qui peut être accessible à tout le monde. À vrai dire, plus on dessine mal et plus ça va être drôle. Donc, les gens qui disent « Ah non, moi j'aime pas ça, les jeux de dessin, je dessine pas très bien », ben je te veux dans ma gang, ça va faire en sorte que le dessin va changer puis c'est là que ça va être super rigolo comme jeu. Vous comprendrez que c'est le jeu d'ambiance parfait, accompagné d'un breuvage alcoolisé ou non, évidemment, bien souvent il est alcoolisé. On va simplement avoir du plaisir, on va pouvoir parler d'autres choses pendant qu'on fait nos dessins, donc ça vient pas nécessairement monopoliser toute l'attention de la table, sauf bien sûr lorsqu'on dévoile nos carnets. Alors, c'est un jeu de pur plaisir, un jeu loufoque que je recommande. Je dis loufoque parce que c'est super drôle de voir notre dessin évoluer d'une étape à l'autre. Un jeu, évidemment, que je recommande à tous. Télestration est un jeu de 4 à 8 joueurs de 12 ans et plus. Je ne comprends pas le 12 ans et plus là-dedans, soyons francs, on peut jouer avec des plus jeunes, pour une durée d'une vingtaine de minutes. En conclusion, Télestration, un des jeux les plus souvent sortis dans nos pubs. Franchement, un jeu qui s'applique à presque tous les groupes qu'on peut retrouver. Il va y avoir autant des groupes qui vont faire des dessins plus sérieux que des groupes qui vont avoir des parties génitales à chacune de leur image. Mais c'est vraiment plaisant comme jeu. Il faut l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Pour cette raison, je donne la note de 8 sur 10 à Télestration. Franchement, un jeu dans lequel on va laisser aller notre créativité, notre imagination. Ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, c'est amusant et c'est le but d'un jeu de société. Ça fait donc le tour. J'espère vous avoir inspiré. La prochaine fois que vous allez être 6 et plus, vous saurez à quoi jouer. Ou encore mieux, la prochaine fois que vous êtes 6 et plus, venez faire un tour à un des Joker Pub pour vous faire animer les jeux, prendre un breuvage, manger, avoir du fun et passer une soirée inoubliable. Je suis Fred et on se dit à bientôt pour un prochain Top Ludique.